Bonjour tout le monde. Et bonjour. 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 Est-ce que vous nous entendez correctement? Qu'à moi, oui. Oui, très bien, merci. Ok, top. Eh ben, si ça vous va, le temps que des personnes se connectent, on va attendre encore peut-être 5 minutes. On va commencer à 35. Ouais, pour que vous laissiez un peu le temps d'arriver. Alors, rebonjour tout le monde. Merci d'être présent avec nous pour ce webinaire agroforestier et maraîcher. Bon, s'il y a du monde qui se connecte en cours de route, ils attraperont les wagons. L'idée là de ces webinaires, alors Agroof lance une série en gros de 3 webinaires pour poursuivre la saison maraîchère dans notre ferme expérimentale de Roumassou. Donc il y a un webinaire
aujourd'hui qui va parler en gros de la mise en culture sous les arbres et du suivi qu'on va faire, du suivi microclimatique et sol. Et on a un webinaire en plein milieu de saison et en gros un dernier webinaire à l'automne pour faire une conclusion sur la saison maraîchère. Donc le but, c'est de vous présenter ce qu'on va faire sur toute la saison et de façon assez imagée. On a mis pas mal de photos pour vous présenter voilà, toutes les questions qu'on se pose autour du maraîchage et de l'agroforesterie. Une très rapide présentation. Donc, je suis avec ma collègue Camille Béral aujourd'hui. Bonjour, Euh, chargée de recherche à la groupe. et moi, je suis formateur et conseiller en agroforesterie. Valentin Aubry. Donc, très, très rapidement, hop, Agrof, il faut que j'arrive à passer les slides. Voilà. Donc, le but de ce webinaire, de vous présenter Agrouf, le site de Roumassouz, quelques résultats de production, donc les résultats historiques que nous avons sur le site de Roumassouz et ceux de l'année dernière où il y a eu un changement en gros d'itinéraire technique et puis les questions qu'on se pose pour la saison 2026. Vous avez le chat, je vois qu'on n'est pas extrêmement nombreux, donc n'hésitez pas à poser des questions. Le but, c'est que ce soit interactif. Voilà, n'hésitez pas peut-être même à lever la main parce que vu on est que 12, peut-être vous pouvez lever la main, enfin, vous remettre le micro et poser des questions. L'équipe d'Agrouf, on est 13. Agrouf a une vingtaine d'années maintenant. Nos différentes missions, c'est de faire de la recherche, de développer, mieux comprendre l'agroforesterie, de faire de l'ingénierie, de la formation et depuis peu un site expérimental au sud d'Alès sur les terres de Roumassouz. Je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vous présenter tout ce qu'on a à vous présenter, mais si vous avez des questions sur notre fonctionnement, scope, nos différentes missions, vous pouvez aller sur notre site internet. Les terres de Roumassouz. Donc, ça fait 3 ans que nous avons ce site en gestion au sud d'Alès. On est donc sur des terres climat méso-méditerranéen. Donc, ça veut dire qu'il peut faire très chaud en plein été, mais à la fois qu'on peut avoir des gelées en hiver. En termes de contexte pédo, on est sur des limons profonds, donc des sols avec avec beaucoup, beaucoup de vigueur, dont la nappe varie en gros entre à peu près 6 mètres et 2 mètres en fonction des moments de l'année. Nous avons 11 hectares en gestion avec des parties plus ou moins boisées. Et la partie qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, c'est la partie que vous avez en rouge, où vous avez marqué arbre à tatouille, où nous avons différentes modalités, en gros, d'ombrage en fonction des arbres, de leur densité et de leur coupe, de leur taille. Sur cette partie du site, comment dire, à la base, on est arrivé sur un site avec des noyers plantés en densité noyer classique pour faire du bois d'œuvre, c'est-à-dire des noyers plantés en 10 par 10, et on est sur des noyers hybrides, donc des noyers hybrides communs européens et américains. Donc, on a profité en gros de ces noyers qui sont plus ou moins matures. Donc, on est plutôt sur des gros individus. On est sur des arbres qui atteignent maintenant entre 24 et 25 mètres, plutôt des gros individus. Et on a profité d'avoir des individus matures pour se dire, ben, à maturité, comment est-ce que ces arbres vont impacter les légumes qui poussent à leurs pieds. Alors, là, nous allons surtout vous parler en gros de l'interaction arbre-culture et vous présenter en gros une approche assez technique de l'impact des arbres sur le comportement des légumes à travers ce qu'on observe et de faire le lien avec les microclimats. Donc, ce sera assez centré sur les légumes et il faut nous en excuser. On va on va pas trop rentrer dans les détails de tout ce qui est services écosystémiques des arbres
en plus de l'impact qu'ils ont sur les légumes. Donc, on va avoir une approche assez technicienne légumes, mais on va pas trop parler de tout ce qui est apport des arbres, c'est-à-dire les apports en plus financiers, les impacts qu'ils ont sur la biodiversité, des notions aussi de bien-être au travail grâce à ces arbres. Mais voilà, on voulait vous le rappeler quand même en début de présentation, de se dire que l'intérêt des arbres ici, c'est pas que lié au rendement des légumes et à la qualité des légumes. Il y a aussi tout un à côté de services écosystémiques qu'on ne va pas trop creuser dans ce webinaire. Du coup, l'ensemble des choses qu'on va discuter et ce webinaire s'inscrivent dans un projet de recherche qui s'appelle Arbre à tatouille. Et je me rends compte que la caméra, c'est pas la bonne. C'est pas grave. Bon, attendez, je fais un petit réglage. Ouais, je ne sais pas si c'est mieux. Ouais, peut-être un peu, soit- Bon. Ah, c'était pour voir si c'était mieux. Bref, donc ça s'inscrit dans le projet Arbre à tatouille. Arbre à tatouille, c'est un projet de recherche participatif sur l'agroforesterie maraîchère en zone méditerranéenne qui existe depuis 2015. Donc, les 2 premières phases du projet, qui ont duré 6 ans depuis 2015, elles étaient soutenues financièrement par la Fondation de France, la Fondation Terra Symbiosis et la Fondation Humus. Et il y a déjà pas mal de résultats qui sont disponibles sur le site internet du projet Arbre à tatouille. Il y a un petit fascicule aussi qui reprend certains de ces résultats. Et en gros, à l'époque, c'était Denis Flores qui conduisait les cultures maraîchères sur les terres de Roumassouz. C'était aussi le propriétaire du site qui nous l'a transmis en 2023. Et avec lui, ben, on a pu faire des suivis sur les tomates, les laitues et également les pommes de terre. Et comme disait Valentin, on a fait pas mal d'autres études sur d'autres thématiques comme la régulation naturelle des bioagresseurs ou des suivis de macrophones, ainsi qu'une évaluation technico-économique. Et tous ces résultats, ben, ils sont présentés sur le site. Aujourd'hui, on ne va pas les rebalayer. Aujourd'hui, Arbre à tatouille continue depuis 2023 dans le cadre d'un GoPEI, donc soutenu financièrement par la région Occitanie et l'Agence de l'eau. Et nos partenaires sur ce GoPEI, ben, c'est 2 équipes de l'INRAE avec PSH et EcoEsol. PSH travaillant sur plutôt la valeur alimentaire des tomates et EcoEsol, bah, sur tout ce qui va être fertilité des sols et macrofaune des sols. Et en plus des terres de Roumassouz, un autre site d'études qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais c'est la ferme du Colibri. Donc Nicolas Berzotti qui a cette ferme et qui fait des expérimentations avec nous aussi sur des cultures en agroforesterie, puisqu'il dispose aussi d'aménagements agroforestiers. Voilà. Du coup, on va reparler un peu de résultats un peu historiques sur la tomate, qui est quand même la culture qu'on a le plus étudiée sur les terres de Roumassouz, pour comprendre aussi l'évolution des extraits qu'on a menés jusqu'à aujourd'hui et bien comprendre les perspectives 2026. Donc, on va se concentrer là sur la rose de Berne, parce que par le passé, depuis 2015, on a étudié plusieurs variétés populations de tomates. Et là, la rose de Berne, c'est celle qui a pu faire 6 ans d'expérimentation, on va dire, en continu. Donc, il en a parlé. Sur les terres de Roumassouz, on a la chance d'avoir des arbres âgés, implantés assez densément, et donc qui font aussi de l'ombre et qui peuvent modifier le microclimat. Et du coup, on a, donc j'espère que, je ne sais pas si on voit sur le... Non, si. On a la modalité élaguée, donc avec des arbres qui sont simplement élagués au niveau du tronc et qui ont un houppier pleinement développé et qui ont donc un taux d'ombrage assez élevé de 75 à 80%. À l'époque, sur les premiers volets d'arbres à tatouille, on avait une modalité qui s'appelait émondé, qui disparaît en 2025. On n'en parlera plus après, mais sur ces résultats historiques, voilà, on avait la modalité émondée avec 61 à 67% d'ombrage. Donc là, on avait simplement rabattu un peu l'ampleur horizontale des houppiers. Donc ils montaient encore très haut, mais ils étaient moins larges que dans la modalité élaguée. Et la modalité tétard, où là, tout le houppier était rabattu, et il est rabattu tous les 2 ou 3 ans encore aujourd'hui. Et donc, on ouvre vraiment cette modalité. Voilà, on tombe sur des ombrages de 30 à 60% en fonction des années depuis la tétardisation. Et on a également une modalité témoin sans ombrage qui nous sert de comparatif pour comprendre le comportement des tomates.
Ce qu'on n'a pas dit ici, c'est que dans chacune de ces modalités, les taux d'ombrage ont été évalués avec des photos hémisphériques, des capteurs de rayonnement photosynthétique, et le microclimat a aussi été enregistré en continu grâce à des capteurs de température et d'humidité, mais on y reviendra. Sur ces résultats historiques, en gros, ce qu'on a observé sur la tomate rose de Berne, mais c'était valable pour d'autres variétés de population qu'on a suivies, comme la cœur de bœuf ou la noire de Crimée, c'est qu'au-delà d'un ombrage qui était supérieur à, on va dire, 55%, on avait une chute importante de la production brute des pieds de tomates. Donc vraiment, on arrivait vous voyez, à des rendements, c'est sur le premier graphique, dans les modalités les plus ombragées, donc élagué et émodé, qui s'appelle AFP+, et AF+. Voilà, on avait une diminution de la production brute très importante, tandis qu'en tétard et en contrôle, on arrivait à des productions similaires. Chacune de ces tomates a été aussi évaluée d'un point de vue de la qualité commercialisable, donc elles étaient classées en fonction de leurs dégâts, suivant les standards de commercialisation, donc avec des tomates extra, catégorie 1, catégorie 2, qui sont du coup dévaluées par rapport aux autres catégories, et déchets qui sont non commercialisables. Et on s'est rendu compte dans ces différentes modalités que finalement, en agroforesterie, on avait moins de déchets, des tomates qui étaient moins déclassées, souvent en raison du cracking ou des coups de soleil. Et du coup, quand on enlevait ces déchets, voilà, on avait des performances très intéressantes, toujours en tétard, avec des tomates en plus grande proportion, de meilleure qualité, notamment catégorie extra ou catégorie 1. Donc ces résultats historiques sur ces variétés populations, ils nous ont montré que dans les terres dans lesquelles on est, au-delà d'un certain seuil d'ombrage, enfin jusqu'à un certain seuil d'ombrage, l'agroforesterie pouvait être intéressante dans le sens où elle permettait de produire des tomates de meilleure qualité sans perdre trop de production liée à la compétition pour l'ombrage. Donc, en 2025, on a continué les expérimentations sur la tomate. Ce qui a changé en 2025, c'est que c'est nous, à Brouf, qui sommes devenus responsables de la mise en culture des cultures maraîchères, notamment des tomates. Et on a fait donc, on a apporté un peu plus d'apport azoté sur les tomates, qui semblaient aussi manquer un peu d'azote. Donc, voilà. Et on a fait aussi un test sur nos tomates en comparant dans chacune des modalités des tomates qui étaient sur paillage plastique, enfin toile tissée, et des tomates qui étaient sur un paillage BRF. Et cette manip, d'ailleurs, BRF, donc c'est le bois ramel fragmenté, hein, c'est du broyat de bois, plus ou moins frais d'ailleurs, ça dépendait un peu de ce qu'on avait sous la main, versus toile tissée, c'est des choses qui ont été suivies et qui seront encore suivies cette année par Ecoessol pour voir l'effet de ces paillages sur les dynamiques de minéralisation et la macrofaune des sols. Quoi qu'il en soit, nous, sur nos tomates, donc en 2025, on a étudié 2 variétés de tomates différentes des années d'avant. On est passé sur la tomate Albenga, donc qui est une variété population, et la tomate Borsalina, qui est une variété hybride F1 de type Albenga, mais voilà, c'est l'hybride. Et du coup, on a comparé un peu ces 2 variétés dans nos différentes modalités, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait plus la modalité émondée, mais simplement la modalité élaguée, la modalité tétard et la modalité témoin. Alors, sur ces tomates, tout d'abord, ce qu'on a vu en termes de calendrier de production, on peut dire, enfin, d'étalement de la production. Donc, vous avez les modalités ici. Ah non, pardon, vous ne voyez pas ma souris. Là. Les modalités ici, avec la modalité élaguée en vert, tétard en rouge et témoin en violet. Ici, vous avez les semaines de production. Et on a constaté sur des tomates qui étaient donc beaucoup tutorées, etc., et gourmandées, enfin voilà, une conduite assez classique en maraîchage, on a pu constater que les tomates de la modalité élaguée produisaient plus longtemps en saison. C'est-à-dire que jusqu'au mois d'août, on avait encore des tomates dans la modalité élaguée. Tétard s'arrêtait un peu plus tôt quand même. Et c'est la modalité témoin qui a eu une forte production au cœur de l'été et qui ensuite s'est vite arrêtée en termes de production. Donc on a vraiment eu un allongement de la durée de production sur les tomates de la modalité élaguée. Je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ça, Valentin. Peut-être d'un point de vue observation, parce que donc, Camille et moi, depuis que nous avons le site expérimental, on a une casquette de chef de culture, tous les deux sur Roumassouz.
Et ce qu'on a pu observer sur le terrain en termes de réponse un peu physio, c'est que les tomates plein soleil, donc gros boom de production plutôt concentré, comme disait Camille, plein été, et en sortie d'été, ça donnait un effet de tomates en gros qui avaient tout donné pendant les périodes très chaudes et qui se sont pas remis en gros des gros coups de chaud. Comparé aux tomates qui étaient sous les arbres, en gros, on voit qu'elles ont moins souffert de la chaleur et on le voit beaucoup dans différents comportements physio. En termes d'élongation entre les nœuds de la tomate, on voit que celle sous l'ombre, eh ben, elle s'allonge et elle continue en gros à faire de la feuille jusqu'en plein été, alors que celle qui était en plein soleil, on voit un côté entre guillemets un peu plus rabougri du plein soleil et des tomates plus contenues sur elles-mêmes, quoi. Et donc on a eu en sortie d'été une arrivée du mildiou beaucoup plus forte sur les tomates de plein champ, euh, qui donnait un peu comme l'impression de voilà d'avoir tout donné sur le plein été et de plus avoir en gros de ressources pour continuer une croissance végétative en sortie d'été. C'est des choses effectivement qu'on a vues après par des mesures, comme il disait, sur la longueur moyenne des entre-nœuds qui était significativement plus élevée, d'autant plus qu'il y avait d'ombrage. Et également la masse surfacique des feuilles de tomates qui est différente, c'est-à-dire que les tomates mettent en place une stratégie de compensation liée à l'ombrage qui fait qu'elles étalent leur biomasse. Et donc, on a une masse surfacique des feuilles qui diminue significativement avec l'ombrage. Et cette diminution est d'autant plus importante qu'il y a de l'ombrage. C'est vraiment un indicateur d'ombrage assez pertinent. Donc, quand on veut voir le niveau de rayonnement reçu par plante, la masse surfacique, c'est un bon indicateur. Ça répond très, très bien à l'ombrage. Et une autre chose qu'on n'a pas mis dans ce diaporama, c'est qu'on a essayé de comparer, enfin, on a regardé aussi si les tomates avaient un comportement différent entre la toile tissée et le BRF, et pour le coup, il n'y avait aucune différence au sein de chacune des modalités, voilà, entre les tomates paillées avec du BRF et paillées avec de la toile tissée. Elles avaient exactement le même comportement et les mêmes performances agronomiques, in fine, en termes de production. Globalement, sur nos tomates de 2025, ce qu'on a observé, c'était grosso modo, même si les itinéraires techniques ont changé, on a observé les mêmes tendances que les tomates historiques des variétés de population qui étaient cultivées par Denis Flores. C'est que plus il y a d'ombrage au-delà d'un certain seuil, ça réduit la productivité des plants de tomates. Et on a quand même toujours ce côté une meilleure qualité des produits à l'ombre, avec des tomates en plus grande proportion, on va dire, de catégorie 1 et un peu moins de déchets, moins de défauts. On remarque tout de même qu'entre l'Albenga et la Borsa, il y a une petite différence de comportement, les génétiques étant différentes, notamment au plein soleil où la Borsa, même une fois les déchets enlevés, a gardé voilà, une production intéressante. Tu voulais dire autre chose sur ça, Jonathan? Non, c'est ça les grandes lignes. Enfin, ouais, je ne sais pas si vous avez compris un peu la différence de changement de logique qu'on a eu par rapport à Denis, où pour Denis Flores, la question se posait de est-ce que les rendements qu'on avait étaient très influencés par les apports très faibles, notamment d'azote, que donnait Denis à ces différentes plantes. Et donc, on s'est posé la question de si on part sur des apports d'azote, on va dire beaucoup plus classiques en maraîchage, typiquement sur de la tomate plein champ, là on est autour de 160 unités. Est-ce que le fait de donner plus à manger aux tomates va creuser les écarts? Et donc la réponse à ça est pas si évidente. On voit que sur l'Albenga, on n'a pas de différence entre le plein soleil ou les laguiers, une fois qu'on enlève en gros les déchets. Et sur la Borsa, oui. Donc ça pose une question aussi de génétique et de se dire qu'il y a peut-être des variétés, enfin il y a sûrement des variétés de tomates qui répondent mieux à l'ombrage ou d'autres qui répondent mieux au plein soleil et au pic de température. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il faut se dire dans chacune des modalités, l'ensemble des itinéraires techniques étaient les mêmes en termes de paillage, de tutorage,
des gourmandages, etc., enfin, d'apport en fertilisant aussi. Seule distinction entre les modalités, c'était la quantité d'eau apportée sur les cultures. Et donc, ces quantités d'eau, elles ont été mesurées grâce à des compteurs. Et on apportait, vous voyez ici, beaucoup plus en témoin, avec, on va dire, à peu près 4000 mètres cubes par hectare. En tétard, on était à quasiment 2000 et en élagué à 1500 mètres cubes par hectare. Donc, on avait vraiment cette conduite, on va dire, à l'œil aussi, en fonction des besoins des cultures, hein, qui n'ont clairement pas montré de signes de stress. Donc, elles étaient bien irriguées. Et donc, ça nous a permis de calculer ce qu'on appelle l'efficience de l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire la quantité de tomates produites par mètre cube apporté, donc en kilogrammes par mètre cube. Et quand on regarde cette efficience de l'utilisation de l'eau, on voit qu'en tétard, où on avait des rendements assez proches quand même de témoins pour certaines variétés, et ben, on a une efficience de l'utilisation de l'eau plus importante, c'est-à-dire qu'on a plus de tomates produites par mètre cube apporté. Et ça, enfin, on va y revenir un peu après, mais c'est quelque chose qu'on veut creuser, c'est de voir comment l'agroforesterie, comment valoriser la gestion de cette ressource en eau en agroforesterie, où on voit qu'elle a sûrement une carte à jouer. On va y revenir un peu après. Alors, du coup, dans les grandes lignes, la production 2025, elle nous a permis de nous poser un peu plus de questions, qui expliquent aussi les stratégies qu'on va voir, qu'on souhaiterait déployer là en 2026. Donc déjà, il en parlait juste avant, Valentin, c'est qu'on a des réponses variétales qui peuvent être assez différentes en fonction des réponses à l'agroforesterie qui peuvent être différentes en fonction des variétés plutôt. Et donc, on se pose la question de la sélection variétale adaptée à l'agroforesterie. C'est peut-être quelque chose qu'on va essayer de mettre en place dès cette année sur différentes cultures. Les tomates à voir, mais peut-être aussi les légumes feuilles, etc. Parce qu'on voit clairement qu'il y a un travail de sélection à mener pour favoriser la performance de ces cultures avec l'ombrage. On a vu qu'il y avait un décalage de production lié à l'ombrage, donc avec un décalage phénologique et aussi une durée de production qui était plus importante sur certaines cultures. Là, on a vu les tomates, mais c'est des résultats qu'on a vus sur d'autres cultures comme les poivrons, le basilic, le persil. Donc, ce sera, voilà, cette année, on va voir, mais on va voir comment jouer sur ce décalage de production. Voilà, on a vu donc assez clairement depuis plusieurs années maintenant une baisse de la production liée à l'ombrage jusqu'à un certain seuil, mais un seuil sur lequel, enfin, au-delà de 55% d'ombrage, on est quand même sur un seuil qui n'est pas trop délétère à la production globale en dessous de 55% d'ombrage, pardon, délétère à la production des tomates. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas présenté là non plus, c'est qu'elles gardent aussi une qualité nutritive intéressante en dessous de ce seuil d'ombrage. Elles ont une valeur nutritive en termes de vitamine C et de sucre qui est similaire à celle de témoin, ce qui est intéressant d'un point de vue aussi de la commercialisation et de la valeur alimentaire de ces tomates. Donc, on arrive quand même à se dire sur les terres de Roumassouz qu'autour de entre 50 et 60% d'ombrage, on est à un niveau d'équilibre entre, voilà, on bénéficie de la protection des arbres d'un point de vue microclimatique sur certains dégâts, euh, comme le cracking ou les coups de soleil, tout en limitant la compétition liée à l'ombrage. Donc, c'est quelque chose quand même qu'on commence à avoir. On a vu une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau en agroforesterie. Et donc ça, on va voir quelle performance on peut avoir en agroforesterie en situation davantage stressée d'un point de vue hydrique. Peut-être que là aussi, des différences pourraient se creuser ou pas, on verra en agroforesterie. On va... ça, qu'est-ce que c'est que tu as écrit là? Sous-efficience de l'apport d'engrais. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne voulait pas discriminer sur les apports nutritifs aux tomates, mais on voit que avec des hauts taux d'ombrage, donc la modalité élaguée avec les arbres bien développés, on voit que si on met la même quantité d'engrais que le plein soleil, sauf qu'on a une production qui semble stagner du fait de l'ombrage. Et donc l'engrais est sous-utilisé entre guillemets. Donc ça pose des questions sur on peut faire de la tomate avec de l'ombre, mais on ne peut pas faire entre guillemets exploser les rendements. Donc pourquoi pas avoir des logiques dans des systèmes plus ombragés
de bio-extensif où les apports sont revus pas mal à la baisse pour limiter les coûts de ces systèmes-là. Donc, c'est la logique de dire peu d'intrants, mais des rendements également plutôt à la baisse. Et on verra ça juste après, mais effectivement, là, on parle beaucoup des tomates, mais il y a tout un tas d'autres types de légumes, plutôt feuilles, plutôt racines, etc., qui peuvent aussi avoir des comportements différents liés à la présence des arbres et à leur ombrage ou au microclimat. Et donc ça, c'est des choses qu'on expérimentera aussi, qu'on expérimente depuis un moment maintenant, dans ces différentes modalités. Mais ça, on va y revenir juste après. Du coup, qu'est-ce qu'on a prévu pour 2026? Donc, on va parler un peu de ce qu'on a prévu d'un point de vue des suivis microclimatiques, de la santé des sols et des assolements dans nos... Ah, il y a quelqu'un qui lève la main, Ouais. peut-être. Oui, bonjour. 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 Avant que vous passiez à d'autres projets ou perspectives, j'avais une question là sur la tomate. Donc, vous avez montré que l'ombrage permettait d'augmenter en fait la durée de production. Ma question c'était, est-ce que ces tomates-ci n'ont pas aussi des caractéristiques qui permettent une meilleure manutention, une meilleure conservation et du coup qui serait du coup un avantage supplémentaire pour le producteur d'étalement de sa production, mais aussi dans le temps de pouvoir aussi l'écouler par rapport à des producteurs qui se centrent vraiment sur la période estivale avec le boom de production dont vous avez parlé. Euh, Joachim, ta question, elle est orientée plutôt commercialisation ou tu parles vraiment de la capacité du fruit à se conserver? Plutôt capacité du fruit à se conserver comme un levier pour une commercialisation en fait. Ok. Enfin, sur la capacité du fruit à se conserver, je crois pas qu'on ait des notions de durée dans le temps de ces tomates par rapport à des tomates plein champ. On sait que la production dure plus longtemps, mais disons, quand en fin d'été, le plein soleil s'est arrêté, on n'a pas pris deux tomates, une tomate de plein soleil et l'autre d'ombrage, et d'avoir une idée de si le péricarpe de celle ombragée est plus résistant ou permet une meilleure conservation. On a un peu des données par contre sur les caractéristiques en termes d'acide, de sucre et de matière sèche, si je ne me trompe pas, Et ouais. de ces tomates. Donc ça peut nous donner une idée de si la tomate est transformée, quel sera son comportement en transformation. Mais là, vraiment, on parle, ouais, ça peut nous indiquer comment faire des coulis de ces tomates et que les différents ajouts. Mais je veux dire, enfin, en termes de consommation, si on parle de conservation mais sans transformation, je pourrais pas trop t'indiquer ouais, si celle à l'ombrage se conserve mieux Ok, que celle. c'est le petit point sur la sensibilité au milieu là qui m'y a fait penser finalement peut-être aux problèmes post-récolte qu'il pourrait y avoir sur la tomate et je me suis dit que ça pouvait y Ouais. avoir un impact positif. Ok. Ce sera intéressant ouais, de faire des tests aussi cette année ouais, là-dessus pour voir si une se tient mieux que l'autre. Ouais. C'est par rapport aux stratégies de commercialisation, ça nous interroge, hein, ce côté de faire en sorte que la tomate continue à produire à l'automne. Il y a des producteurs et productrices que ça intéresse pas du tout, qui nous disent, nous, la tomate, on la vend jusqu'à début septembre. Après, les gens changent comment dire, d'attitude quoi, en termes de consommateurs et veulent plus de tomates. C'est plus dans l'air du temps, quoi, en gros, avec la rentrée, la reprise des cours, tout ça. Enfin, et d'autres, au contraire, qui me disent, je sais pas, moi, je suis en AMAP, je suis bien content de pouvoir donner de la tomate, de mettre de la tomate dans mes paniers jusqu'à mi-octobre, ou voire fin octobre, hein. Chez nous, ça peut durer vraiment longtemps. Donc, voilà, c'est une info un peu brute, mais selon les stratégies de commercialisation, ça peut ne pas forcément être intéressant d'avoir cet allongement de la production. Il y en a, au contraire, qui veulent la concentrer à fond en plein été. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Ok.
Du coup, cette année, peut-être qu'on le dit là d'ailleurs, qu'on part sur la tomate. Bref, cette année, en 2026, donc vous l'avez vu là jusqu'à présent, on a beaucoup étudié la tomate de bouche, on va dire, qui est récoltée assez fréquemment tout au long de l'été et vendue aux consommateurs euh, voilà, pour les salades, etc., on va dire. Et on s'est dit en 2026, on va passer sur une variété de tomates, donc Roma Grandimat, c'est ça, plutôt destinée à se conserver et à faire du coulis. Donc à être transformée pour du coulis et en se disant, voilà, on va essayer de valoriser au maximum le fait que les tomates produisent encore en agroforesterie tard en saison, mais comme les tomates, comme le disait Valentin, Bouche là, perdent peut-être en valeur aussi en fin d'été, plutôt partir sur une production de tomates de coulis qui demande moins de travail et qui est intéressante aussi, du coup, pour le coup, en fin d'été. Parce que c'est des tomates sur lesquelles on aura mis moins de travail. Et peut-être que là, en agroforesterie, on aura une carte à jouer avec des tomates qui seront potentiellement de bonne qualité et toujours présentes en agroforesterie au mois d'août. Donc, on va essayer de suivre ce type de tomates-là, suivant deux modalités au sein de chacune de nos modalités agroforestières. On va en gros générer un stress hydrique sur la moitié de nos tomates au sein de chacune de nos modalités, avec des tomates qui seront en pleine irrigation, donc qui recevront un taux d'eau, on va dire, correct par rapport à leurs besoins, et des tomates pour lesquelles il y aura un déficit d'irrigation pour aller jusqu'à 50%. On est encore en réflexion sur ce niveau de stress qu'on va infliger aux tomates, mais ça pourrait aller jusqu'à 50%. Donc, je vais y revenir sur comment on va s'y prendre. Mais en gros, chacune de nos modalités, comme par le passé, elles vont être équipées de capteurs, de boîtiers connectés à des capteurs qui nous permettent de mesurer en continu le microclimat. Donc, ça passe par des boîtiers qui sont connectés et qui nous envoient les données en direct avec donc des capteurs PAR pour le rayonnement photosynthétique, des capteurs de température de l'air et d'humidité relative de l'air, des anémomètres, et là, ce qu'on a mis sur la photo, mais il y a aussi des pluviomètres qui permettront d'avoir la quantité d'eau apportée par précipitation. Donc, chacune de nos modalités auront ces capteurs-là répétés plusieurs fois. L'irrigation, on va essayer de la contrôler, donc c'est un peu une nouveauté, on se lance un peu dans cette expérimentation, suivant deux méthodes pour voir du coup ce qui se passe quand on génère un stress hydrique. Est-ce que là, l'agroforesterie a une carte à jouer? Donc la première méthode qu'on va essayer d'utiliser, c'est la méthode des bilans hydriques, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer les volumes d'eau à apporter aux cultures en fonction de leurs besoins et de la pluviométrie. Voilà, et de la pluviométrie. Et le besoin des cultures, lui, il est calculé en fonction de l'évapotranspiration et du coefficient culturel de la culture. Et cette évapotranspiration, on peut quand même clairement faire l'hypothèse qu'elle varie en fonction de nos modalités agroforestières, puisqu'il y a clairement un microclimat. Et donc, on va la calculer à partir des données qu'on va acquérir en continu via nos stations microclimatiques. Ça nous permettra justement d'ajuster et d'évaluer au plus près les besoins des cultures. Parce qu'on peut se dire qu'en agroforesterie, l'évapotranspiration risque d'être diminuée quand même par rapport à la modalité témoin. Donc les besoins seront forcément différents au niveau des cultures. En parallèle de cette méthode par bilan hydrique qu'on va tester, on va aussi faire une méthode peut-être un peu plus simple, mais ça dépend un peu. C'est la méthode tensiométrique tout simplement. On va mettre les tensiomètres dans nos buts de tomates et regarder la tension de l'eau dans le sol et voir à partir déterminer là, comme on voit des seuils à partir desquels il est important d'arroser ou pas, d'irriguer ou pas. Donc on va essayer de conduire en parallèle ces deux méthodes et on verra laquelle est la plus performante aussi. Parce que les tensiomètres, la difficulté, c'est vraiment c'est du matériel qui parfois décroche et qui est parfois difficile et capricieux. Donc, c'est pour ça qu'on fait les deux méthodes en parallèle. Ouais, je sais. C'est clair. Ouais, ok. Pour les sols, donc on se pose pas mal de questions sur des notions d'autofertilité. Alors, je mets des gros guillemets sur l'autofertilité.
Mais en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait réduire à moyen terme les intrants sur Roumassos en utilisant le potentiel agroforestier du site? Donc on a commencé à jouer un petit peu avec la production des têtards en se disant, ben, alors en essayant de quantifier quand on rabat donc les têtards, quand on les étête complètement, on broie les branches, on calcule les volumes de BRF qu'on a et on se pose la question de ce volume de BRF, combien de matière organique est-ce qu'il va apporter au sol? Et en parallèle de cette réflexion-là, on se pose la question, le sol, il a combien de matière organique? Et chaque année, par perte de minéralisation, combien il perd par le K2? Et en gros, est-ce que les apports potentiels par le BRF enfin, est dans un même ordre de grandeur que les pertes de K2? Et en gros, ce qu'on observe, alors pour l'instant par calcul, hein, c'est à vérifier après par des analyses de sol, mais que quand on réfléchit en termes de bilan humique, les apports potentiels de BRF du rabattage des trognes est suffisant pour combler le bilan humique de perte de matière organique du sol par le K2. Il est d'ailleurs même largement suffisant. Ce qu'on voit en gros, c'est que pour nos 3 jardins, pour vous donner des ordres de grandeur, enfin pour un jardin, pour 3 ans, il nous faut à peu près 175 kilos de BRF et les apports potentiels de nos arbres sont de 168 kilos. Donc en gros, tout ça pour dire, sans trop aller dans les détails, c'est que les apports potentiels du BRF sont du même ordre de grandeur que les pertes du sol. Et donc ça, dans un premier temps, on se dit, OK, pour le bilan humique, on peut imaginer une sorte d'auto-fertilité avec les trognes, et ça, c'est sans compter les dépôts foliaires et sans compter les dépôts racinaires. C'est juste avec le broyage des branches. Et donc, notre idée là d'apport de BRF, c'était donc d'apporter ce BRF à l'automne et de créer, donc en enfouissant le BRF, de créer de la tension sur l'azote pendant l'hiver. Donc, c'est de créer, entre guillemets, une légère fin d'azote pour, par-dessus, planter un couvert végétal. Ici, on est sur de la veste velue et du seigle fourragé. Et d'un côté, d'observer comment est-ce que ça va se décomposer et d'observer les dynamiques d'azote dans le sol. Donc, on crée de la tension sur l'azote en enfouissant quelque chose d'assez carboné et on observe les dynamiques d'azote. Donc, pour observer ces dynamiques d'azote, ce qu'on va faire en termes d'itinéraire, là dans les jours qui arrivent, c'est que le couvert que vous voyez là, il va être détruit et enfoui. Donc, le but, c'est d'avoir de la matière fraîche qui est coupée en tout petits morceaux et qui nous fait un espèce de coup de fouet azoté pour compenser l'apport carboné qui a été fait à l'automne. Sachant qu'en plus de ça, au moment de l'enfouissement, on apporte également du tourteau de ricin, toujours dans cette logique enfin là, on est plutôt sur de la fertilisation de la culture et pas de la santé des sols ou bilan humique à long terme. Donc, ce qu'on observe déjà quand on tire des vesses de nos champs, c'est que ça nodule pas mal. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir, les petites nodules là qu'on voit le long de la veste. Mais en tout cas, les vesses sont en plein travail en ce moment et on est avec l'UMR Eco et Sol de Montpellier qui eux, vont suivre en gros les dynamiques d'azote tout au long de la saison à partir de maintenant et puis avec la dégradation du couvert et de l'apport et en gros des dynamiques d'azote aussi de relargage du tourteau de ricin. Le tourteau de ricin en particulier, je fais une petite parenthèse parce qu'on a une pression campagnole assez élevée sur site. Donc l'itinéraire, j'en ai parlé il y a 2 secondes. Là, on va détruire le couvert, on enfouit plus le tourteau de ricin en granules. On a des apports NPK à travers le tourteau de ricin relativement généreux, c'est-à-dire qu'on est à nouveau sur des ordres de grandeur. Sur de la courge, par exemple, qui est une grosse consommatrice, on est autour de entre 160 et 180 unités d'azote.
C'est pour vous donner des ordres de grandeur. Voilà, on est relativement généreux, mais pour du bio, on va dire que c'est pas exagéré. Ensuite, on met en place des toiles tissées pour le maintien de l'enherbement. Et ce qu'on va faire, c'est faire des gros apports de BRF sur les passe-pieds. Et alors, ces gros apports de BRF sur les passe-pieds, ça s'inscrit dans une logique à long terme de où on veut amener notre sol. Où on veut amener notre sol, on part d'une réflexion où on s'oriente beaucoup, enfin, on s'appuie pas mal la réflexion de Pascal Boivin qui se pose la question, c'est quoi le bon taux de matière organique? Et donc, on est parti d'une réflexion sur c'est quoi nos quantités d'argile dans le sol, mais on prend en compte aussi nos quantités de limon fin. Et en gros, sur cette logique de j'ai quoi comme particules fines dans mon sol, et du coup, quelle est la capacité de mon sol à maintenir de façon relativement stable de la matière organique, c'est ce vers quoi je veux amener ma matière organique. C'est la capacité de mon sol à la retenir, que mon sol ne soit pas complètement perfusé par des apports de matière organique, mais qu'il y ait un équilibre en gros entre la granulométrie, sa capacité à retenir la matière organique et ce qu'on lui apporte. Et donc, quand on fait ces calculs-là, on arrive vers, pour nous, autour de 5% de matière organique. Et donc, dans les années à venir, on aimerait augmenter de 2% les taux de matière organique. Actuellement, ils sont autour de 3%. Et donc, pour éviter d'avoir trop de fin d'azote en faisant des apports carbonés de matière organique, ce qu'on essaie de développer, c'est de faire ces mulches sur les passe-pieds pour que dès le printemps, là, dès la culture de cette année de printemps, les apports carbonés commencent à travailler sur les passe-pieds. Et donc, on les fait travailler pendant tout le printemps, tout l'été. Et à l'automne, quand on démonte nos planches, on va étaler cette matière organique. On va l'étaler sur les planches, l'enfouir à nouveau et par-dessus refaire un couvert végétal orienté très légumineuse, donc pour qu'il fixe un maximum d'azote. Et donc avec cette logique-là, quand on fait 5 cm d'épaisseur sur nos passe-pieds, je vous ai mis un peu des références là en bas de slide. L'hypothèse pour l'instant, c'est de rectifier, de remonter notre taux de matière organique sur 8 ans. Ce serait l'idée de le rehausser pour avoir 5% de matière organique en utilisant les ressources uniquement du site agroforestier, de broyat agroforestier. Voilà, ça c'est un peu les grandes lignes sur notre gestion globale des matières organiques du sol et de notions d'autofertilité. Et donc beaucoup de questions en termes de minéralisation, de ces dynamiques-là qu'on va se poser avec Eco et Sol. Toujours dans les questions qu'on se pose sur 2026, donc là on a la liste des plantations. Donc Camille a parlé tout à l'heure des tomates coulis, on va refaire des poivrons, des haricots, du basilic, des courgettes courges, du brocoli. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors on va tester différents types de paillage sur les courges cette année, pas sur les tomates. Sur les tomates, on teste irrigation. On va tester aussi, on se pose pas mal de questions sur les brocolis, les choux pommés, les salades, c'est leur comportement à l'ombre. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur ces cultures et les fois où on a essayé avec Denis, c'était pas très concluant. Et donc, on se pose des questions sur la date de plantation. Et de plus en plus, ce qu'on a comme retour terrain de la part de maraîchères et maraîchers, c'est de nous dire, moi, en plein été, ces légumes-là, ça arrive qui crament parce que je les plante, voilà, pour les séries qui arrivent au mois de juillet. J'ai des difficultés à les mettre au sol parce que même si je leur mets une irrigation par aspersion, j'ai des plants qui crament parce que voilà, trop chaud. Et nous, à l'inverse, en agroforesterie, quand on met ces cultures-là, on a quelques retours de quand on met ces cultures-là à l'ombre en sortie d'hiver, on a du mal à garder ces cultures paumées. On a du fait que on ait un manque de lumière et un manque de température, on voit que ces cultures-là ont tendance à monter à fleur très vite, alors qu'on veut les vendre paumées. Et donc on se dit l'un dans l'autre, ce sera intéressant de tester, au lieu de faire des séries de printemps sur ces cultures-là, mais de décaler la production et de la décaler pendant les périodes chaudes pour que nous, en agroforesterie, ça évite qu'ils montent à fleur trop rapidement parce que le manque de lumière est compensé par la température plus élevée.
Et ça permet aussi d'observer pour les maraîchères et maraîchers de se dire en plein été, sur des moments plus ombragés, est-ce qu'on arrive à avoir une meilleure installation de ces légumes. Donc ça va être les tests 2026 en termes de gamme, enfin, nouvelle gamme de légumes. Niveau temps, ça va, On est bon. on est pas mal. Bon, peut-être et ça me permet de finir aussi sur dans nos planches, on a aussi de la facélie qu'on a mis dans les cultures parce que on aimerait bien aussi tester l'idée. On a observé en gros sur de la courgette qu'on avait potentiellement des défauts de pollinisation dans les modalités plus ombragées. Et la question, c'était, est-ce que les modalités ombragées étaient moins attrayantes pour les insectes pollinisateurs? Et donc, on essaye de faire des petits îlots vraiment très à fleurs au sein de nos cultures plus ombragées pour essayer de ramener du pollinisateur et de voir s'il y a un impact en gros sur ces défauts de pollinisation qui sont assez bien marqués sur les cucurbitacées, où on voit en termes de déformation de fruits quand on a des défauts de pollinisation. Et peut-être aussi par rapport à l'effet microclimat, on se pose des questions là, sur le cassis et la verveine qu'on suit voilà, plein soleil par rapport à de l'ombre, et où on voit déjà des comportements de cassis, où on a déjà eu beaucoup plus de pertes de plants sur le cassis et la verveine en plein soleil. Alors sûrement pour des raisons différentes. Le cassis semble craindre le plein soleil en conditions chez nous, la méditerranéenne, enfin méso-méditerranéenne. Et la verveine, peut-être à l'inverse, on a eu une période de gel début janvier où il semblerait qu'on ait plus de plants qui est cramé à cause du gel en plein soleil, enfin, dans une zone non protégée, que dans les zones ombragées, élaguées et têtards. Voilà pour le sprint de présentation. Est-ce que vous avez des questions? Il y a sur le chat. Non. Non. Non, pas de questions. C'était absolument clair. Si vous voulez revoir des graphiques Ouais. ou Peut-être que des je peux photos. dire aussi un mot sur le cassis, la verveine. Et en gros, là, on a beaucoup parlé d'arbres à ratatouille, mais tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales aussi, enfin, ouais, plantes aromatiques, ça a été suivi dans le cadre d'un projet CASDAR qui s'appelle Canopam, qui est coordonné par l'IPEPMAI et dont Agroof a en charge la partie expérimentation agronomique en système agroforestier. Et donc, on suit le basilic, le persil, le cassis, la verveine et la valériane qu'on a récoltée cet hiver et qui, pour le coup, est une plante qui est très peu cultivée dans nos zones méditerranéennes, là, parce qu'elle craint les coups de chaud. Et donc, on s'est demandé si ça pouvait marcher en conditions méditerranéennes avec des arbres. Et pour le coup, la valériane a montré des performances significativement supérieures en agroforesterie qu'en témoin, justement, parce que l'ombre l'a protégée. Et donc là, pour le coup, on a eu des beaux rendements en agroforesterie. Mais c'est pour une autre présentation, peut-être. Ma foi, s'il n'y a pas plus de questions, donc la prochaine étape de ces webinaires, c'est plein été, donc plein été avec un peu plus de photos, pour qu'on ait un espèce de documentaire photographique du développement des cultures en fonction des modalités. Et voilà, pour qu'on puisse discuter ensemble de comment les cultures se développent. On aura déjà une bonne idée de la première série de légumes qu'on veut garder paumés, du comportement qu'ils auront eu là en sortie, en milieu, sortie printemps, pour voir si on arrive à les faire paumer ou pas. Et on aura déjà un retour sur l'installation des légumes de plein été, pareil, pour voir un peu la capacité de s'installer avec l'ombre, mi-ombre par rapport au plein soleil. Et bien, Bon.
On vous remercie Merci beaucoup et d'avoir participé. pour votre Attention. participation et attention. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, ben, n'hésitez pas à travers le site d'Agroof ou autre. Voilà, on est disponible pour échanger sur ce type de sujet. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.